Je pense qu'on peut y aller. Alors, je souhaite à nouveau souhaiter la bienvenue à tous les participants, participantes à ce webinaire. Mon nom, c'est Karine Bertrand. Je suis directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances et professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, il me fait vraiment plaisir de présenter ce webinaire qui s'intitule Drogue politique et savoir croisés. Nous organisons en collaboration avec 9 partenaires de la France provenant de la France et du Québec. Donc, on ne les nommera pas tous, mais vous avez les acronymes sur l'affiche. C'est des associations ou des infrastructures de recherche, des regroupements aussi de partenaires des milieux d'intervention. On a des associations aussi qui rassemblent des personnes avec savoir expérientiel. Et donc, c'est le deuxième webinaire qui porte sur la thématique de la stigmatisation, qui est vraiment un thème qui a émergé comme étant prioritaire là, pour l'ensemble de ces partenaires-là. Le premier webinaire est disponible en ligne, entre autres sur le site web de l'Institut universitaire sur les dépendances. L'objectif de nos webinaires, c'est vraiment de mettre d'abord au premier plan la parole des personnes qui détiennent un savoir expérientiel et aussi en dialogue à mobiliser des expertises en intervention, puis aussi scientifiques pour contribuer à l'amélioration des politiques puis la réduction des inégalités sociales. On va organiser d'autres webinaires sur des thématiques connexes qui vont donc en 25-26. Puis, au bout d'une série de webinaires, on a l'objectif aussi de rédiger une synthèse vulgarisée en lien avec les principaux points qu'on va avoir soulevés, parce que l'idée, c'est aussi de coproduire des solutions face à certains défis entourant la question notamment de la stigmatisation des personnes qui utilisent des substances. Alors, on vous remercie beaucoup. Comme vous le savez, outre le séminaire puis le panel, on aura une bonne demi-heure pour échanger avec vous puis pour prendre en compte vos préoccupations puis et aussi vos idées. Alors, sans plus tarder, j'introduis l'animateur de ce webinaire aujourd'hui. Il s'agit de Jean Maxence, qui est membre du conseil d'administration de la SUD, Autosupport des usagers de drogue en France, membre du conseil d'administration également de la FPEA, l'Association France Patients Experts Addiction, et il pourra présenter l'ensemble des parties prenantes pour ce panel. Alors, bon événement. À toi, Jean-Maxence. Merci Karine. Bienvenue à toutes et à tous, à nos panélistes et à vous tous qui nous écoutez. Donc effectivement, hein, je vais animer cette table ronde avec quatre panélistes. Donc il va y avoir un moment où c'est eux qui vont chacun délivrer leurs expériences et leurs analyses pendant environ 50 à 60 minutes. Et puis on va conserver comme l'a dit Karine, on va conserver un vrai moment d'échange aussi avec l'auditoire pendant une demi-heure. Et d'ailleurs, cet échange sera, comme l'ensemble du webinaire, enregistré et possiblement rediffusé par la suite sur Internet pour continuer à sensibiliser. Et donc, vous aurez deux moyens de participer, soit par le biais du chat de Zoom, soit directement en levant la main. Mais donc j'en viens rapidement à nos panélistes, et il y en a quatre ce matin ou ce soir, ça dépend où on se trouve, puisque le panel est équitablement réparti entre le Québec avec Barbara Rivard de Métadame, qui est une association, et Barbara, si je me trompe, tu corrigeras, d'autosupport hein, dans le champ de la réduction des risques en particulier orienté opioïdes, mais peut-être que c'est trop étroit comme définition. Et Julie Laflamme Desgroseilliers, qui directrice générale de Tapage, et donc on connaît bien Tapage aussi en France, les deux modèles, enfin je crois que c'est le même modèle hein, des stratégies d'insertion par le travail que nous partageons de part et d'autre de ce grand océan. Et puis Marie-Geoffrey Roustide, qui est une chercheuse de ce champ depuis longtemps et qui est donc à l'INSERM, et Benjamin Tubeyanaret, qui est responsable plaidoyer au sein de la Fédération Addiction en France, qui regroupe un très grand nombre d'associations engagées dans le champ des addictions et de la réduction des risques. Voilà, donc je vais leur laisser très vite la parole.
autour de la question qui est la nôtre pour ce webinaire, hein, c'est-à-dire au fond comment la question de la prise de parole des personnes usagères de drogue ou des personnes qui les représentent fonctionne-t-elle dans les médias aujourd'hui, comment on représente aussi d'une certaine façon ces usagers, comment est-ce qu'on arrive à faire de ces prises de parole quelque chose de positif et pas seulement de négatif, et donc avec cet enjeu finalement de la stigmatisation. Et la stigmatisation, vous savez, l'origine grecque de ce mot, c'est la marque. Je dirais même que c'est la piqûre, hein, c'est quand même intéressant, même si l'injection n'est pas le seul mode de consommation, loin s'en faut. Ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent le stigmate, euh, dans son sens originel, s'oppose au fond d'une certaine, c'est-à-dire cette trace dans la chair, s'oppose à la parole. Et dans notre échange, l'enjeu, c'est bien la parole que les usagers peuvent prendre et de quelle façon cette parole peut aussi être entendue. Voilà. Et donc, moi, d'un mot, euh, j'appartiens à ASUD, hein, qui est une association d'autosupport engagée dans les RDR depuis longtemps en France. Et je revendique aussi une appartenance à France Patient Expert Addiction, puisque je suis à la fois un usager et une personne abstinente. Alors, je sais que dans le champ de la RDR, le fait d'être abstinent peut être aussi l'objet d'une stigmatisation que je revendique et que je renverse en disant qu'on peut tenir les deux positions et être fortement engagé dans la RDR et penser que l'abstinence, je n'aime pas beaucoup le mot, en tant que choix individuel, est aussi estimable, dès lors qu'elle ne tombe pas dans l'injonction. Et je vais donc donner la parole d'abord à Barbara de Métadame, et juste peut-être pour introduire le sujet, juste une expérience personnelle euh, qui est une façon d'entrer dans la question. Ce que j'ai remarqué dans mes rapports avec les médias, quand j'étais par exemple président d'ASUD, c'est que c'est très difficile, par exemple, d'avoir une parole politique ou collective quand on parle de la question des drogues et qu'on est très souvent ramené à son parcours individuel, d'usager, les difficultés, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, on revendique un savoir expérientiel et en même temps, on est quelquefois enfermé par les médias dans ce savoir expérientiel où on vous veut bien, mais en tant que témoin d'une situation un peu prédéfinie. Voilà, donc ça me paraissait une manière d'introduire les choses. J'ai une ou deux autres idées, mais ce sont celles de nos panélistes qu'on va écouter maintenant. Et Barbara, je te cède la parole. Ben, merci beaucoup, Jean-Maxence. Puis oui, c'est une très, très belle introduction à ce que j'ai envie de raconter ce matin. Ben, d'abord, avant de parler d'une mauvaise expérience, parce que j'ai choisi de parler d'une mauvaise, il y en a des bonnes. On pourra en parler peut-être en deuxième partie des éléments à mettre en place ou comment faire pour que ces expériences soient satisfaisantes pour tous. Mais avant, j'aimerais dire que les raisons pour lesquelles, quand on vient vers nous, les personnes qui ont un savoir expérientiel, et moi particulièrement, pourquoi j'accepte de parler aux médias, parce que c'est pas quelque chose de facile. Je le fais pas parce que ça m'amuse. Je le fais vraiment essentiellement pour déstigmatiser, pour offrir à la population une autre image, en fait, plus qu'une image, un être de chair et de sang pour défaire les représentations qu'ils ont, qui sont souvent des représentations abstraites, construites, renforcées par les médias, par les représentations dans le cinéma, par toutes sortes de choses. Et puis c'est le nerf de la guerre, là, si je parle de ma propre expérience, je pense que je peux parler au nom de toutes, c'est le stigma qui est la plus grande douleur lorsqu'on souffre de troubles d'usage. On a des strates et des strates et des couches de mauvaises expériences. Janine, qui est à côté de moi, qui était dans le webinaire précédent, en a parlé du fait, par exemple, dans les hôpitaux où on n'est pas soigné, mais non seulement quand Janine elle ressort, elle n'est pas soignée,
mais elle ressort encore plus souffrante avec d'autres marques du stigma. Donc, ça s'accumule. Et donc, c'est le nerf de la guerre et c'est pourquoi j'accepte de le faire. C'est beaucoup plus facile de prendre la parole pour moi dans des colloques avec des collègues parce que je suis dans un safe space, pardonnez-moi l'anglicisme, mais parce qu'on est entre convaincus, on se soutient, mais là, de décider d'aller vers l'inconnu, là, c'est un peu traumatisant et il me semble-t-il que le rôle du journaliste, c'est d'être la porte d'entrée entre nous et ces inconnus-là, et ça serait le rôle du journaliste de mettre en place des choses pour avoir un minimum de safe space, de sécurité. Or, c'est pas toujours le cas. Et les journalistes qui sont supposés être objectifs, finalement, leur représentation finissent par transparaître. Alors, moi, j'aimerais ça raconter brièvement une expérience que j'ai eue. C'était, bon, pour le contexte, c'était un balado sur la décriminalisation. On était 3 participants, 2 médecins que je respecte beaucoup, puis on était enregistrés chacun notre tour, 1 heure, puis il allait garder 10 minutes, etc. Et ça s'était bien passé avec la recherchiste. Je me sentais quand même assez en confiance parce que c'est un média reconnu, c'est un journaliste à la retraite connu de notre télévision d'État, Radio-Canada, pour ne pas la nommer. Donc, je me sentais quand même, tu sais, comme en sécurité. Puis avec la recherchiste, ça s'était bien passé et tout. Et donc, j'arrive là et bon, il me demande de commencer, raconter ma vie, je parle et tout ça. Et très tôt, il m'interrompt. D'abord, il me coupe la parole. Et déjà, il y a là une violence. Je ne sais pas si on se mettait dans un autre contexte, une maman endeuillée qui a perdu son enfant, qui est en train de raconter le moment où elle l'a appris, puis il voulait couper la parole. On n'est pas en direct, là, il n'y a aucune justification pour couper la parole. Or là, il a commencé, ce journaliste-là. Commencé non seulement à me couper la parole, mais à orienter en me disant, je ne veux pas que tu parles de ceci, je veux que tu parles de cela. Et en fait, c'était toujours le même mouvement qu'il faisait. Moi, j'ai l'habitude, pour revenir avec ce que Jean-Maxence a dit en introduction, j'ai l'habitude d'enchasser, d'imbriquer mon plaidoyer, mes messages avec des illustrés avec des exemples de ma vie personnelle. Dans mon autre vie, j'étais professeur de philosophie, fait que théorie, exemple, je connais ça en pédagogie, je le fais aisément. Mais ce journaliste-là, je commençais par poser des éléments de ma vie pour lui expliquer les effets que la criminalisation avait eu sur mon existence. Puis là, je voulais en venir à la décrime, mais en venir à parler d'un message plus politique ou plus théorique. Puis il me disait, non, je veux pas que tu me parles de réduction des méfaits. Non, je veux pas que tu me parles d'organisme. Là, j'aimerais ça que tu reviennes à ta relation avec ton père, là, conflictuelle, là. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Il savait très bien, en plus, que j'avais le trémolo quand je parlais de mes parents, puis mes enfants. Et toi, en tant que maman qui consomme, là, tu sais, comment tu as vécu ça? Et il revenait, il revenait. Puis moi, je suis bonne élève, hein, puis je suis stressée. Je suis toujours stressée, là, je suis stressée en ce moment. Je suis toujours stressée dans ces affaires-là. Puis même si on n'était pas en public. Fait que je réponds, tu sais. Puis aussi, des fois, après que j'ai parlé, il résumait comme un peu mes propos en disant, ah, j'avais parlé, par exemple, de ma relation difficile avec mon père. Puis là, il me disait, je sens beaucoup de colère et de jugement. Mais là, je lui disais, mais attendez, vous n'avez rien compris. Je vous ai expliqué que mon papa, je comprends très bien sa position. C'est par inquiétude et par amour que, par exemple, quand j'allais le voir, il me parlait plus de philosophie, de cinéma, de voyage. Il voyait juste un problème. Mais je le sais, c'est parce qu'il voulait que j'arrête de souffrir. Mais quand je le voyais, il réduisait mon être à juste la problématique. Mais je le comprends, je suis pas en train de juger mon père. Mais lui, non, je sens de la colère et du jugement. Bref, ça se déroule comme ça. Puis à un moment donné, moi, je vois pas le temps passer. À un moment donné, il m'arrive, puis il me dit, bon, mais il reste 3 minutes. Peux-tu, en 2 minutes, me rapper ça, tes 3 principaux arguments sur la décrime et tout? Puis là, je me suis effondrée en larmes, j'ai exigé une pause. Je dis que c'est quoi, je comprenais pas pourquoi il m'avait laissé aller 90% du temps sur ma vie privée, puis là, il me demandait, en tout cas, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je savais que j'étais mal. Je l'ai fait. Quand le micro a été fermé, l'enregistrement était terminé. Je pense que j'ai eu un réflexe, des voyants de réflexe de défense. J'ai dit, est-ce que vous me permettez de vous poser une question à mon tour? Et je lui ai demandé, parce que je savais qu'il y avait une fille, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose que votre fille ferait qui ferait en sorte que vous ne la verriez plus, que vous couperiez les ponts? Et il y a eu quelques secondes, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, oui, ce que vous avez fait.
Alors là, c'est comme un coup de poignard. J'en tremble encore. J'ai gardé ma contenance, descendu l'escalier. Je me suis effondrée en larmes. Je n'étais pas capable de conduire. Je me suis arrêtée sur le côté. J'ai eu le bon réflexe d'appeler la personne qui m'a le plus aidée dans mon rétablissement. J'ai le trémolo. Elle est là. Elle s'appelle Julie Laflamme des Groseilliers et qui a été d'un soutien extraordinaire parce que j'étais complètement démolie. Je ne comprenais pas. J'arrivais même pas à valider le mal que je ressentais. Puis j'ai eu besoin, c'est ça, du feedback de Julie pour comprendre que c'était pas que d'abord ma souffrance était légitime, que je venais d'être retraumatisée et que j'étais légitime aussi que j'avais le choix, que je pouvais refuser, parce que ça, c'était comme inconcevable pour moi au moment où je le vivais. J'étais là, mais je peux pas faire ça à mes deux autres collègues. Le balado, c'est important, la décrime, il faut que ça se fasse. Puis, mais non, tu sais, Julie, elle m'a amené à comprendre que j'avais le droit de refuser. Puis, ça a été un moment fort dans ma vie parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'aurais accepté puis j'aurais laissé aller parce que justement, moi, j'ai souffert pendant 30 ans de stigma et je me considérais comme une personne qui n'avait pas de valeur. Et ben là, c'est ça. Cette expérience négative-là m'a permis de comprendre que j'avais de la valeur, que je devais prendre soin, que ma souffrance était légitime et que j'avais le droit de refuser des gestes violents comme celui-là. Donc, si je peux terminer, parce que j'ai écrit une lettre à la journaliste, à la recherchiste pour lui dire que je me retirais du projet, puis j'ai l'impression, les mots que j'ai trouvés pour faire comprendre ce que j'avais vécu, je pense que le journaliste, bien malgré lui, je l'ai dit comme ça, là, malgré lui, est tombé dans un rôle de psychologue. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à 3 reprises, il a dit, je suis pas psychologue, mais je vais me permettre. Il l'avait glissé. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est comme imaginer, tout le monde est peut-être allé chez un psy un jour. Imaginez que vous sortiez du cabinet du psy, puis que vous venez d'apprendre que ça a été enregistré et que ça va être diffusé au monde entier. Vous avez parlé de votre conjoint, de votre collègue, de votre... Vous voyez? Puis ça, je comprends pas comment les journalistes ne comprennent pas qu'il s'agit de notre vie, que ça va avoir, ça c'est un autre effet, mais que ça va avoir un impact sur nos proches qui sont pas là pour se défendre, qui sont pas là pour exprimer leur position, leur expérience de la situation. Il n'y a pas de délicatesse. Alors, je reviens dans le fond, les journalistes devraient mettre en place quelque chose un peu de safe space, ils devraient avoir un minimum de respect et d'écoute pour ce qu'on leur livre. Et voilà. Mais ils ne sont pas tous comme ça. J'ai eu de très bonnes expériences, mais cette expérience négative-là, j'en parlerai dans la deuxième question tantôt, m'a permis quand même d'avoir des bons réflexes, de poser les bonnes questions avant de m'engager dans un projet de média. Alors voilà, c'est mon expérience. Merci beaucoup, Barbara, pour cette forte entrée en matière à travers une expérience très, très concrète, hein, de mettre sur la table cette notion au fond, de parole coupée. Et puis, c'est vrai, je ressens ça aussi, le fait de solliciter toujours plutôt le champ, par exemple, des affects à propos des personnes usagères de drogue, et donc derrière, d'être tout de suite dans le champ de la maladie, par exemple, hein, question qui peut se poser, mais à laquelle on réduit souvent l'ensemble de ces enjeux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis aussi dans ce que tu dis, je trouve que souvent on se heurte à un formidable préconstruit. C'est C'est-à-dire, fou. on nous demande de rentrer dans un personnage qui nous préexiste, alors qu'il y a une grande variété de situations possibles et de parcours. Puis, Voilà. Et donc, je cède la parole à Julie. si Euh, je peux juste rebondir, juste avant de passer la parole à Julie, je m'excuse de couper, mais ce que tu dis, c'est comme tu dis, ils ont des représentations, puis les nuances aussi de ce qu'on livre sont gommées par cette représentation-là. Et ça, je le vis souvent. Quand je raconte mon parcours, ce qui est très fort pour moi, c'est mon rétablissement, comment il s'est passé et tout. Et là, quand les gens comprennent que je suis abstinente, ils se mettent à applaudir. Mais maintenant, je ne le tolère plus, j'arrête. Il y a 2 semaines, j'ai arrêté la foule, j'ai dit non, non, vous n'avez rien retenu. Si vous applaudissez le fait que je sois abstinente, vous n'avez rien retenu de mon discours. Et ce qu'il faut applaudir, c'est les tonnes de militants qui sont battus pour mettre en place des politiques de réduction des méfaits, lesquelles ont permis mon rétablissement. Mais c'est pas, je me réduis pas à ça non plus. Puis c'est cet applaudissement-là, maintenant, je l'aime plus. Ça m'agresse. Donc, oui, c'était juste ça. d'ailleurs, Oui. D'ailleurs, l'opposition que tu soulignes simplificatrice entre la consommation et la Ah, ouais. RTR et l'abstinence et le soin comme ça polarisé, ça relève de ces préconstruits. Mais Julie, comment tu perçois ces questions-là? Comment sortir des cases? Comment articuler l'expérience et des propos plus politiques, le plaidoyer? Comment vois-tu les choses?
Bonjour, merci de me passer la parole. Comme Jean-Maxence le dit, je suis directeur général de Tapage Québec, qui est en fait, il y a l'équivalent en France, c'est un réseau constitué de programmes de réduction des méfaits. Tapage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est travail alternatif payé à la journée. Donc, on va offrir des plateaux de travail un peu pour se mettre en lien avec les gens souvent consommateurs de substances. Puis on va pouvoir leur offrir des plateaux de travail, puis ça va être pour les mettre en lien. Euh, tu sais, moi, en fait, j'avais envie de parler un peu du fait que puis je suis là un peu pour ça, puis c'est drôle parce qu'on m'a invité parce qu'on sait que la représentation de tapage est quand même positive dans les médias. Les expériences des tapageurs, donc ceux qui utilisent le programme tapage, sont quand même très positives avec les médias, mais c'est quand même pas anodin dans le sens où il- ce que le programme montre de l'extérieur, c'est pas typiquement de la réduction des méfaits. On va pas voir ce qui est fait comme intervention de réduction des méfaits qui peut être plus critiqué dans d'autres types de programmes. Ce qu'on voit, c'est des gens qui travaillent. Ce qu'on voit, c'est des consommateurs qui travaillent. Ça fait en sorte que il y a toujours une représentation positive, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de préjugés envers les tapageurs? Non. T'sais. Parce qu'en fait, le fait que justement, souvent ce qui est applaudi, ce qui est montré, c'est un peu le fait qu'ils travaillent, mais c'est souvent les réactions des gens vont être Ah, enfin, un programme qui fait en sorte que ils vont arrêter d'être lâches. Puis là, je m'excuse, je pèse pas mes mots. Je pense que on peut se permettre ça présentement dans ce cadre, mais ils vont arrêter d'être lâches, ils vont arrêter de profiter du système. Enfin, ils font quelque chose dans leur vie, alors que, tu sais, les gens, quand ils consomment dans la vie, ils font des choses dans leur vie, des choses extraordinaires la plupart du temps. D'ailleurs, Barbara en fait partie. Merci pour le petit mot tantôt, ça m'a beaucoup touché. Tu sais, fait que c'est un peu ça, moi, que j'avais envie de mettre de l'avant, que c'est pas parce qu'on parle en positif de quelque chose que c'est nécessairement que ça va faire en sorte que de déstigmatiser. Moi, pour ça, en fait, j'ai eu envie d'appeler deux de mes membres qui sont des organisations de réduction des méfaits qui ont dû, malheureusement pour eux, se débattre avec les médias de façon un peu difficile, mais qui ont un programme de tapage et beaucoup d'autres programmes de réduction des méfaits. Pour les nommer, là, parce que je vais quand même rapporter un peu leur expérience, la Maison Benoît Labre à Montréal et Spectre de rue qui ont tous les deux des services de consommation supervisés et qui ont dû justement se débattre un peu avec les médias. Puis en fait, ce qu'ils disent, c'est que leur programme tapage a vraiment positivement un impact, mais pour eux, ça sert surtout à sortir du cadre puis faire en sorte justement d'adoucir les stigmas dans les médias et les représentations négatives qu'ils peuvent avoir dans les médias des personnes qui utilisent leurs services. Souvent, ils vont le sortir comme un jeu de cartes. C'est vraiment malheureux que ça doive être comme ça, là, mais ils vont le sortir comme un joker pour enlever le projecteur quand ils voient qu'une situation ou un de leurs programmes va générer une représentation médiatique qui va être soit clickbait, un peu avec qui va pas être qui va pas être réelle, qui va être stigmatisante pour la population. Fait ils vont faire ça parce qu'après ça, on peut montrer ta page, puis après ça, ils peuvent s'ils peuvent ou s'ils veulent, ils peuvent montrer une représentation plus positive, puis ça l'adoucit beaucoup ce qu'ils subissent pour les autres, alors que c'est les mêmes usagers des deux programmes, tu sais. Fait que moi, je trouve ça, c'était un peu ça que je voulais mettre de l'avant, cette espèce de double chapeau-là, de la représentation dans les médias des personnes qui consomment souvent va être vraiment teintée sur qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils le font. Puis, si je fais un lien un peu, que je sors un peu de ta page, mais un lien avec ce que Barbara disait ou ce que Jean-Maxence disait, c'est vraiment malheureux parce que quand tu es un consommateur, puis qu'on ne te met pas un cadre, dans le sens où quand les tapages sont pris, sont dans les médias, quand les tapageurs sont dans les médias en tant que tapageurs, là, c'est tout le temps dans le cadre du programme. Et ils sont payés pour être là parce que c'est le programme qui paye pour la présence, mais il y a aussi un cadre avec des intervenants, peut-être même des gens en communication qui ont préparé, qui ont cadré autour d'eux. Fait que ça ne peut pas beaucoup déroger. Par contre, quand tu y vas avec toi,
consommateur que tu es invité pour le faire, que tu es tout seul avec la personne, c'est vraiment malheureux, mais ça justement, moi aussi, je l'ai vu souvent avec d'autres personnes, que ça recadre vraiment vers l'histoire, quelque chose de très personnel. Puis c'est pas que ça ne fait pas ce cadre-là avec ta page parce qu'ils sont venus pour parler de ta page. Fait que souvent, les questions tournent autour de ta page. Ça déroge un peu des fois sur ce que les tapageurs ont vécu, mais c'est souvent ce qui est positif ou ah, c'est le fun, t'aimes ça travailler, des trucs comme ça. Fait que là, les gens peuvent parler de trucs positifs ou parler de choses qui sortent de leur consommation. Ce qui n'est pas le cas ou ce qui ne permet pas quand on se fait cadrer le message, comme c'est arrivé à Barbara très violemment dans ce qu'elle a raconté, finalement. Merci Julie. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu racontes, comment le signifiant travail vient faire bouger un peu les représentations. Moi, il y a un autre thème que je trouve intéressant, c'est que c'est d'associer, par exemple, de manière systématique, les personnes usagères de drogue avec une forme de passivité. C'est l'usager de drogue, c'est quelqu'un de passif. Les acteurs, c'est la médecine, les politiques, les juges, mais aussi les dealers, mais aussi la police. C'est des gens qui font des choses bien mal dans l'espace public. L'usager, il est enfermé dans cette passivité et tu as bien expliqué comment on arrivait éventuellement à la remettre en cause et à construire les choses un peu différemment. Mais je te cède la parole, Marie, toi qui m'as initié il y a quelques années à la notion d'injustice épistémique, qui me l'a expliqué. Comment tu vois les choses, de quelle façon tes recherches, tes différents terrains, et puis aussi ton expérience de prise de parole en tant que scientifique sur ces sujets dans les médias. Comment est-ce que tu peux nous éclairer? Merci Jean-Maxence. Donc je suis ravie de faire partie de ce panel. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, au départ, j'avais prévu de parler plutôt des analyses que je mène euh, avec mon équipe et d'ailleurs parfois avec Jean-Maxence également, parce que Jean-Maxence oublie de dire qu'il est sémioticien également et qu'il ne se réduit pas uniquement à enfin, cette identité d'usager, enfin, pour laquelle il peut être présent dans certaines instances, mais il a une identité multiple, il est également sémioticien, donc je souhaitais le rappeler ici, pour réduire justement aussi ces questions d'injustice épistémique dont tu parlais, Jean-Maxence. Donc au départ, je voulais vous parler plutôt voilà, des travaux que j'avais pu mener, parfois seul ou en équipe, sur l'évolution des discours médiatiques. Mais en fait, ce que vient de dire Barbara m'a beaucoup touchée et m'a donné envie de commencer par autre chose. En fait, je pense qu'à travers à travers ce que tu viens de dire, Barbara, et qui est vraiment très fort, moi, ça m'a fait penser au fait que, effectivement, j'ai envie de parler de ma prise de parole dans les médias, ce que je n'avais pas prévu de faire au départ. En fait, je me rends compte que moi, ma prise de parole dans les médias, elle est extrêmement différente et parce qu'en fait, je suis euh, pas du tout placée dans une position de vulnérabilité. Donc, et c'est ça que je trouve terrible, en fait, dans ce que tu viens de nous dire, qui était très fort. C'est-à-dire que moi, quand je suis interrogée comme une sociologue, chercheur à l'INSERM. Donc, comme une personne qui détient beaucoup de privilèges. Et en fait, avec l'ensemble de ces privilèges, résultat, les journalistes, j'ai dans 99,9% des cas des expériences extrêmement positives avec les journalistes. Parce qu'en fait, ils sont là pour m'écouter. Ils me présentent systématiquement comme une personne qui va détenir un savoir qui va leur être utile. Et en plus, j'ai la possibilité systématiquement de relire mes propos, de pouvoir dire, ah ben non, cette partie-là, je préfère, enfin, c'est pas exactement comme ça que je l'ai dit, là, je trouve que vous caricaturez un peu, donc est-ce que vous pouvez remettre exactement ce que j'ai dit, etc.
Et effectivement, je pense que, enfin voilà, je voulais démarrer là-dessus en disant que on se rend compte que face aux médias, on est effectivement dans des positions très différentes. Et donc, moi, je suis jamais positionnée dans une voilà, position de vulnérabilité. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai la possibilité aussi de beaucoup refuser, c'est-à-dire que je refuse beaucoup de sollicitations médiatiques euh, pour pouvoir choisir effectivement un certain nombre de sollicitations. Et puis pour pouvoir garder mon expertise, qui est celle de faire de la recherche. C'est-à-dire que si je répondais à l'ensemble des sollicitations, je deviendrais un animal médiatique et je perdrais mon expertise de chercheur. Mais c'est effectivement un privilège de pouvoir avoir cette possibilité-là. Donc moi, je me rends compte en fait qu'à travers ce que tu disais, non seulement effectivement, il y a vraiment une injustice liée voilà, à cette position de privilège qui renvoie à des rapports complètement différents euh, aux journalistes. Les journalistes, généralement, font appel à moi parce qu'en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une position nuancée, une position qui vient de la science. Donc, en fait, je suis jamais poussée dans mes retranchements, j'ai jamais de questions personnelles. Donc, en fait, c'est vrai que c'est extrêmement confortable et très injuste au bout du compte. Par ailleurs, j'avais envie de réagir aussi sur la question de invisibilité versus surexposition. Donc en fait, moi je suis très sollicitée en tant que chercheuse. J'ai plein d'autres collègues chercheurs qui sont également très sollicités. Euh, et en fait, ce que j'entends dans ce que vous disiez tous tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui est très compliqué quand on interroge des personnes avec un savoir expérientiel, c'est qu'en fait, on les réduit à deux choses. Soit elles sont invisibles, et ça, je vais revenir, soit elles sont surexposées, on leur demande de surexposer leur intimité. Et donc, en fait, il n'y a jamais d'équilibre qui serait, comme le disait Jean-Maxence, de pouvoir donner la possibilité aux personnes avec savoir expérientiel de décider ce qu'elles vont avoir à dire, d'avoir une parole politique et pas une parole obligatoirement sur le témoignage intime, mais d'avoir une parole, par exemple, sur qu'est-ce qu'elles pensent des services qui leur sont destinés, qu'est-ce qu'elles pensent des politiques publiques. On les réduit toujours à, mais vous, alors, vous vous êtes drogué, est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Est-ce que votre famille a souffert? Est-ce que vous étiez à la rue? Donc, on rentre systématiquement dans leur intimité et effectivement, on leur demande de se taire sur d'autres sujets. Donc ça, c'est les premiers éléments que je voulais partager avec vous. Par rapport aux travaux, moi, que je mène depuis 30 ans maintenant sur ces questions-là, j'ai travaillé enfin, sur le rapport aux médias sur deux sujets principaux. Le premier, c'est la distinction entre les discours médiatiques sur les personnes qui consomment du crack et les personnes qui consomment de la cocaïne. J'ai publié un court article dans The Conversation qui est en accès libre sur ces questions-là. Euh, et puis un article sur l'histoire des imaginaires liés au crack dans une revue d'histoire qui est également facilement accessible en ligne. Et en fait, sur crack et cocaïne, ce que je montrais, c'est qu'en fait, les discours médiatiques, en fait, sur les drogues, ils sont souvent associés aux profils sociaux des personnes qui incarnent les produits plutôt qu'aux produits eux-mêmes. Et par exemple, sur le crack, on a toujours des discours qui sont très liés aux paniques morales qui mettent en évidence les dangers du crack, le fait que les consommateurs de crack seraient des zombies, en lien avec le fait que ceux qu'on va être amenés les personnes qu'on va donner à voir dans l'espace médiatique et qui consomment du crack, ce sont des personnes qui vivent dans des conditions de précarité extrême, des populations pauvres, souvent des personnes racisées également. Et en fait, sur le crack en France, quand on donne la parole dans les médias aux usagers de crack, en fait, on leur donne rarement la parole à titre individuel. Ils sont toujours présentés comme un groupe complètement déshumanisé, qu'on va filmer à leur insu. Et à l'inverse, quand on parle de cocaïne, là, ce sont des témoignages individuels qui vont être montrés, où on va humaniser les personnes, euh, on va on va les amener à raconter leur parcours, mais comme vous le disiez tous les deux, enfin Jean-Maxence et Barbara, en mettant en évidence le fait que les personnes se sont rétablies, qu'elles ont arrêté la cocaïne, qu'avant elles avaient une mauvaise vie et que maintenant elles ont une vie qui, avec leur arrêt de la cocaïne, est devenue une bonne vie. Mais en tout cas,
et elles parlent du soin et du fait qu'elles ont accédé aux soins, voilà. Et donc elles sont là un peu en capacité de parler de leur expérience, mais les personnes qui sont interrogées et qui consomment du crack sont à l'inverse là plutôt des personnes, souvent des stars du théâtre, du cinéma, des anciens, enfin des chanteurs, des chanteuses, et qui vont être amenés à, voilà, à témoigner de manière individuelle. Donc, on leur demande de dévoiler aussi des questions de l'ordre de l'intime, mais en tout cas, elles sont toujours humanisées. Donc, en fait, il y a véritablement aussi une injustice qui se crée entre les produits, entre les publics, les populations qui sont concernées. Donc, les populations précaires filmées à leur insu comme un groupe déshumanisé, et les populations soit qui ont arrêté de consommer, soit avec des privilèges sociaux qui vont être toujours présentées là de manière individuelle, mais toujours à travers cette histoire du témoignage. Alors, euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel j'avais travaillé avec Isabelle Caïbo, c'est les discours médiatiques autour de la question des salles de consommation à moindre risque. Et là, ce qui était extrêmement intéressant, on avait travaillé sur près de 2000 articles sur la controverse autour des salles de consommation à moindre risque. Et en fait, ce dont on s'était rendu compte, c'est que la parole des usagers était quasiment invisibilisée sur cette question. Alors que c'est les premières bénéficiaires de ces dispositifs. En fait, il y avait une parole politique qui occupait l'espace médiatique, la parole des professionnels également, et puis ensuite la parole des riverains. Et en fait, les riverains qui habitaient autour de la salle de consommation parisienne, par exemple, étaient 10 fois plus interrogés que les usagers eux-mêmes qui étaient amenés à fréquenter cette salle. Donc ça nous avait beaucoup frappé de voir en fait que, voilà, soit on est dans une exposition médiatique qui est autour du témoignage individuel, de la repentance, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit quand on s'intéresse à une politique publique et à un dispositif d'action publique, là, la parole des personnes qui étaient directement concernées, elle était totalement invisibilisée et elle n'intéressait pas les journalistes. Et d'ailleurs, moi, quand je suis interrogée sur la question des salles de consommation, parce que j'ai contribué à leur évaluation, on me demande toujours, est-ce que vous auriez des témoignages d'usagers alors, je renvoie à des témoignages d'usagers qui sont des usagers qui peuvent avoir une parole politique là-dessus. Et souvent, ce qu'on me dit, non, mais en fait, on voudrait des usagers, vraiment, vous savez, des usagers qui vivent dans la rue, où on va pouvoir montrer que vraiment ils sont au bout du bout. Et là, je refuse absolument de participer voilà, à ce type de dispositif qui vise à produire effectivement des discours caricaturaux. Et ces discours caricaturaux, ils sont aussi créés, je pense que c'est très important de le dire, par le cadre prohibitionniste. C'est-à-dire que c'est le cadrage prohibitionniste sur les drogues qui va être amené à produire de la stigmatisation, à distinguer les bons usagers et les mauvais usagers. Les bons usagers, ceux qui se sont repentis, ceux qui ne consomment plus, et les mauvais usagers, ceux qui continuent à consommer, et qui plus est, si ils vivent dans des conditions de précarité, là, c'est vraiment effectivement un groupe complètement déshumanisé à qui on ne va pas donner la parole à titre individuel. Donc voilà, prohibition et contrôle social, en fait, c'est aussi voilà, ce que les médias contribuent à produire. Et donc, les discours sur les drogues, voilà, enfin, qui sont produits par les médias, c'est aussi des discours qui sont incarnés par des profils et qui peuvent donner lieu à des paniques morales en lien avec la question de la prohibition. Et puis la dernière chose que je voulais dire, mais là, bon, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais en tout cas, quand on interroge, par exemple, les politiques, les acteurs politiques sur la question des drogues, on entend beaucoup plus les acteurs du champ de la sécurité publique que les acteurs du champ de la santé publique. Donc, on donne très peu la parole aux acteurs de réduction des risques. Par exemple, les professionnels de réduction des risques sont beaucoup moins, ou les ministres de la Santé sont beaucoup moins interrogés que les acteurs de la sécurité publique. Merci Marie pour ces analyses extrêmement fines et précises. Je vais donner la parole à Benjamin. Je rebondis juste. Tu as bien voulu rappeler que j'étais sémioticien. Je ne sais pas si tout le monde sait à quoi ça renvoie, mais en tout cas, ce que tu dis, par exemple, ça me fait penser que par exemple, les personnes usagères de crack
dans l'espace urbain, dans la rue, là, il y a un vrai phénomène, c'est-à-dire de métonymie. C'est-à-dire que ces personnes-là, qui existent avec des vraies difficultés, des vrais problèmes, valent pour l'ensemble des personnes usagères de drogue. C'est-à-dire que quand on parle de la question de l'usage des drogues, on met en scène ces personnes-là, qui bien sûr, ça correspond à des situations réelles et difficiles et qu'il faut prendre en compte, mais disons que ils servent de prototype alors qu'il y a mille autres formes d'usage et mille autres situations. Et je dirais aussi que la personne usagère de drogue est aussi, d'une certaine façon, souvent euh, la métaphore de toutes sortes de difficultés sociales. Elle incarne l'anomie, c'est-à-dire ça va être la délinquance, ça va être les problèmes de migration, ça va être la précarité, ça va être la vulnérabilité, comme si il y avait une sorte d'effet paratonnerre. Et puis, dernier élément, c'est évidemment que très souvent, pour les gens qui veulent apparaître comme du côté de l'ordre et qui en sont les garants, c'est très souvent un prétexte et on voit que des politiques s'emparent de ce sujet parce que c'est un espace dans lequel on peut facilement apparaître comme du côté de l'ordre, de la sécurité, alors qu'en France, par exemple, 50 ans de prohibition nous montrent que ces politiques ne vont pas dans ce sens-là. Mais Benjamin, toi qui es en charge du plaidoyer à la Fédération Addiction, tu te confrontes à ces enjeux de manière très régulière. Comment tu vois les choses? Ouais, un peu de la même chose, sans vous surprendre. Merci déjà pour cette invitation. En fait, mon intervention va être très complémentaire de celle de Marie. Mais alors, moi, je ne suis pas du tout chercheur, je suis responsable plaidoyer et communication pour la Fédération Addiction, ce qui m'amène à m'occuper des relations avec la presse et donc à lire aussi beaucoup la presse. Et ça fait 3 ans que je travaille là, et donc je peux dresser un petit peu un panorama dans la façon dont la presse parle de ces choses-là. La première chose que je voulais dire, c'est que quand même, alors, c'est très franco-français mon analyse, mais la presse focalise déjà sur un certain nombre de sujets qui marchent, entre guillemets. En France, ça va être ces dernières années le crack à Paris, le chemsex, un peu la cocaïne. Voilà, c'est vraiment le focus. Il faut quand même remarquer que la drogue qui est illégale en France, qui est le cannabis, qui est la drogue illégale la plus consommée, elle n'est pas abordée dans la presse, sauf sous la question de la sécurité. Donc ça, j'y reviendrai. Et quand on regarde la façon dont on parle des consommateurs et des consommatrices, c'est effectivement ce que dit Marie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des stéréotypes et des façons d'en parler. Effectivement, là, il y a plusieurs grandes figures. La première figure, c'est un peu voilà, le récit personnel, la victime, en tout cas la personne qui a vécu des choses dures dans sa vie. Donc on va en parler en disant qu'elle est tombée, qu'elle a sombré dans la drogue, c'est vraiment le vocabulaire. Je me suis amusé à noter des titres de plusieurs articles, je vais vous les citer, mais, ça va être un petit peu comique au bout d'un moment, mais voilà, par exemple, on a en 2024 le Dauphiné libéré qui dit: J'ai sombré pendant des mois, pris de la drogue. Le témoignage poignant de Claire Palou, enseigne et sport de l'athlétisme. La Libre Belgique, pourquoi Mathieu Perry, qui avait une vie de rêve, a-t-il sombré dans les drogues? Jane Birkin dans Pure People, son petit-fils Roman tombé dans la drogue comme sa maman. Il raconte 2 points, j'ai sombré. Voilà, donc ce que disait Marie aussi, on a ces célébrités, c'est pas un hasard, on est dans les récits de vie, on est dans les témoignages. La consommation de drogue est toujours abordée à un niveau individuel, c'est quelque chose qui vient percuter une vie. Alors, il peut y avoir des facteurs déclenchants dont on va parler, un accident, des violences, notamment sexuelles, une dépression, mais c'est jamais une question sociale, c'est jamais une question politique. Y compris l'effet de la drogue, pourquoi elle est utilisée, ça on n'en parle jamais. Et on se dit, il y a des célébrités, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des inconnus, et c'est un petit peu la même chose. Il y a un talk show de France Télévisions. Le thème, c'était pour supporter la pression du travail, ils ont sombré dans la drogue. Et il y a surtout une formule qui revient souvent, qui est celle de la descente aux enfers. Et là, pareil, j'ai plusieurs titres. Le Point en 2021, Loana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une star de télé-réalité. Loana, 2 points, sa descente aux enfers dans la drogue, en 2021. Télé 2 semaines en 2024. J'ai vécu une grosse descente aux enfers. Paga, encore télé-réalité, se confie pour la première fois sur son combat. La Voix du Nord en 2024. Drogué des paris sportifs, il raconte sa descente aux enfers. 20 minutes. La descente aux enfers d'un sportif de haut niveau devenu addict aux soirées chemsex. La Libre Belgique encore. La descente aux enfers d'une mère de 6 enfants. Vous voyez vraiment ce vocabulaire-là qui est répété, re-répété. Et c'est toujours pareil, parcours de vie, accident, descente aux enfers. Mais quand même, il faut rester positif.
Et donc, on met l'accent sur les témoignages qui finissent bien, sur le rétablissement. Alors, ça passe très souvent, il faut le dire, par le repentir dans le parcours. Donc voilà, Actu Lyon, Anthony raconte le plus gros regret de sa vie. Dans l'émission de Cyril Hanouna, quelqu'un qui témoignait de périodes sombres, etc. Donc voilà, on s'en sort, mais par contre, on n'explique jamais comment. Pour le coup, le travail d'accompagnement, etc., non, on n'en parle pas. Alors, j'ai des citations qui sont assez rigolotes, mais voilà. Kate Berry a elle aussi fait face à la toxicomanie avant de se mettre à la photographie. Claire Palou, j'en parlais tout à l'heure, donc de l'article dans le Dauphiné Libéré, on explique qu'elle a vécu un viol, du harcèlement au sein de la Fédération française d'athlétisme. Elle a sombré dans la drogue, puis elle a, je cite, depuis repris ses études de sciences politiques loin du sport. Voilà, c'est merveilleux. Encore un témoignage dans Actu Lyon au sujet du chemsex. Le déclic pour moi, arrêter de tomber au plus bas. Puis voilà, on s'en sort. Voilà, vraiment, on n'explique jamais les processus qui fait qu'on s'en sort, entre guillemets. Je voulais, juste sur cette figure-là, il y a aussi un exemple que je voudrais citer qui me semble intéressant, qui est celui du député français Emmanuel Pellerin. Il y avait un article dans le journal en ligne Mediapart en janvier 2023 où on y décrivait sa consommation de cocaïne. Donc on décrit sa consommation qui est festive. Lui-même est interrogé dans l'article et il dit qu'il a arrêté de consommer depuis qu'il a été élu. Donc, bon, je connais pas sa situation, mais voilà, on a un peu l'impression que c'est comme la majorité des gens qui consomment de la cocaïne, il n'a pas forcément de problème d'addiction. Mais à partir du moment où l'article sort, dès le lendemain, Emmanuel Pellerin, qui est député, publie un communiqué de presse dans lequel il écrit: Rien ne saurait justifier le comportement qui a été le mien. J'ai honte d'avoir été en situation de dépendance. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la situation réelle de M. Pellerin, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'à partir du moment où sa consommation devient publique et publiée dans la presse, il est obligé pour l'assumer et dire qu'il la regrette, voire qu'il en a honte. La deuxième figure après celle-là, Marie en parlait aussi, c'est la figure de l'étranger. Quand je dis l'étranger, c'est pas quelqu'un qui a un passeport différent, même si on verra que souvent c'est le cas, mais c'est vraiment l'altérité. Et alors là, vraiment, le parcours de vie, ça n'existe plus. En général, on ne donne même pas le nom. C'est vraiment quelqu'un qui est différent et qui pose un souci. Et ça, on va le dire explicitement. Donc, pareil, je cite Courrier International en 2021. À Paris, l'encombrant problème des zombies du crack. Voilà, donc c'est vraiment effectivement des consommateurs qui sont gênants parce qu'on les voit, parce qu'ils sont dans la rue, et donc, à Paris, sur la question du crack, il y a énormément d'exemples. Voilà, le Parisien, quand les fumeurs de crack squattent les stations de métro parisiennes. Le Monde, chez les damnés de la drogue. Le Parisien encore, Paris, deux points, le trafic de crack migre vers les beaux quartiers. Parce que là, c'est encore pire. Déjà, dans la rue, c'est gênant, mais alors, quand en plus ça migre vers les beaux quartiers, ça devient encore plus problématique. Et puis, il y a surtout un vocabulaire qui est péjoratif. Il y a vraiment des mots spécifiques qui sont utilisés. Donc, par exemple, il y a le mot toxico. Donc là, la dépêche du midi, Paris, deux points, un parc pour toxico où les toxicos et les migrants vont revenir à Paris autour de la porte de la Chapelle, autour de la porte de la Chapelle, la crainte d'un retour brutal à la réalité après les Jeux Olympiques, c'était le Figaro. Il y a le mot zombie, dont Marie parlait aussi. Voilà. Ils déambulent comme des zombies, crack, héroïne à Toulouse, les toxicomanes du troisième sous-sol du Capitole, dans la dépêche du midi 2024. Trafic de drogue à Paris, face aux hordes de zombies, le ras-le-bol des habitants, Le Point 2021. Du métro au jardin, les consommateurs de crack hantent le nord-est de Paris comme des zombies en 2020. Et il y a aussi Craqueux, un craqueux arrêté à Paris, le Parisien, un craqueux, on n'en saura pas plus. Un collégien agressé dans son immeuble, les habitants pointent un craqueux, le journal du dimanche, ou c'est craqueux qui erre à Paris, le Figaro en 2023. Voilà. Comme le disait Marie, la façon dont on parle du crack, la façon dont on parle de la cocaïne, c'est très différent alors que c'est la même substance. Donc voilà, on a d'un côté, comme je disais tout à l'heure, donc ces parcours personnels qui sont percutés par la drogue, pathologisés, mais qui restent un problème qui est vraiment de la sphère privée. Et de l'autre, on a cette masse de personnes anonymes, voire même animalisées. On ne lui donne pas d'expression, on ne leur donne pas la parole. On utilise un vocabulaire spécifique et péjoratif pour parler d'eux. Et ça se recoupe évidemment avec des questions qui sont au-delà de la consommation. C'est des personnes qui sont précaires, c'est des personnes qui sont très souvent racisées. Et la réponse qu'on envisage vis-à-vis d'eux, c'est pas du tout une réponse sanitaire, sociale, c'est vraiment une réponse sécuritaire. Et avant de terminer, je voulais juste aborder une troisième représentation des consommateurs et consommatrices de drogue, qui n'est pas vraiment issue de la presse, qui est plutôt issue du monde politique, mais c'est celle du criminel. Alors, je ne parle pas du trafiquant de drogue, du vendeur, ça. Non, je parle bien du consommateur. Et en France, on a une vraie tendance ces dernières années, de la part de politiques, à pointer du doigt des consommateurs
avec des mots qui sont quand même extrêmement violents. Là, par contre, on va parler des consommateurs de cannabis. Alors, pareil, je vais vous citer des déclarations politiques qui me semblent importantes, genre Emmanuel Macron, président de la République, qui dit: les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu'ils trouvent cela récréatif, il faut qu'ils comprennent qu'ils nourrissent des réseaux et qu'ils ont une complicité de fait. Il fait cette déclaration lors d'une visite à Marseille. Il y a des règlements de compte liés au trafic de drogue, donc c'est quand même une déclaration qui est assez violente, parce qu'il accuse en somme les consommateurs de tuer d'autres personnes. Et c'est pas le seul à le faire. Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, dit: l'exploitation des mineurs, des assassinats, du financement du terrorisme, de la prostitution, c'est la responsabilité des trafiquants de drogue. Et l'actuel ministre de l'Intérieur, qui a une déclaration qui presque drôle, qui dit, enfin, pas tellement c'est outrancier, qui dit: fumer un joint ou sniffer de la coke, c'est 2 balles dans la tête d'un enfant de 5 ans. Donc, enfin, voilà le niveau aujourd'hui où on en est dans la représentation globale, à la fois dans la presse et dans les discours politiques. Voilà. Ce qui est intéressant de tout ça, comme le disait Jean-Maxence, c'est qu'on est vraiment dans ce préconstruit-là, c'est-à-dire que tous les récits vont s'inscrire dans ces modèles préétablis. Alors, on verra qu'on peut les casser, on en parlera, je pense, en deuxième partie, mais voilà, on a quand même grosso modo ce truc-là. Et je pense que voir la presse, c'est intéressant parce que c'est à la fois un reflet de ce que dit la société, mais c'est aussi des prescripteurs. Ça marche un petit peu dans les deux sens. Et la question de comment est-ce qu'on arrive à réinfluencer ces récits-là, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à bouger les représentations globalement dans toute la société. Merci Benjamin. Tu m'offres l'occasion donc de faire une transition entre cette première partie où vous avez tous les quatre fait un tableau au fond non seulement de cette stigmatisation, mais des différentes formes qu'elle peut prendre et des problèmes qu'elle peut poser. Je rebondis sur ce que tu as dit. Effectivement, en France, on a eu une campagne très forte là. Euh, pour culpabiliser les usagers par rapport aux effets connexes du trafic. Et alors moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, tout à coup, on sort justement de la passivité, c'est-à-dire que l'usager, il est actif et négativement actif, c'est-à-dire qu'il contribue par son acte à quelque chose qui constitue un désordre social très important. Et moi, je pense que là, il y a une piste pour retourner le stigmate et dire oui, oui, nous sommes responsables de ce que nous consommons et c'est pour ça qu'on s'engage, par exemple, dans un plaidoyer de remise en cause de la prohibition. Mais c'est pas facile à faire, tant hein, les schémas préétablis que vous avez tous bien décrits, la chute et le repentir. Et d'autres encore, le fait que l'individu, que la personne, que le citoyen est ramené finalement à un ensemble d'affects ou de comportements préétablis, tout ça joue énormément. Donc effectivement, c'est quoi les pistes, les solutions pour venir casser ce cadre, ce carcan hein, de signes dans lequel on enferme une réalité qui peut être compliquée et difficile, évidemment. Hein, je suis de ceux qui pensent que la dimension addictogène fait partie de la réduction des risques, si vous voulez, qu'il faut la prendre en compte, il ne faut pas la nier, mais sans s'enfermer dans ce carcan. Donc moi, simplement, avant de vous laisser la parole et que vous me donniez aussi vos propres expériences, juste une ou deux idées produire ses propres médias. Je crois que c'est une des vraies réussites de l'association à Sud, et bien avant que je la préside ou que j'en fasse partie. Hein, un journal fait par des usagers et parlant à des usagers, tout en donnant la parole à des chercheurs, à des acteurs divers de la société. Ça, je pense que c'est des vraies pistes. Et c'est difficile, mais ça reste difficile à faire puisque vous savez vous ne savez pas que Sud est dans une situation difficile en termes de financement, mais en tout cas, c'est des bonnes solutions, hein, que ce soit le journal aujourd'hui, l'Internet, la vidéo, c'est-à-dire de générer soi-même finalement des contenus médiatiques, même s'il faut savoir le faire. Deuxième idée, c'est vraiment d'avancer groupé. Hein, en France, on a le CNPD, donc, qui est un ensemble d'associations qui avancent et pouvant émaner d'univers assez différents, comme le droit, la réduction des risques, mais encore bien d'autres univers, le social.
et collectif pour une nouvelle politique des drogues. Et puis, dernière idée, il y a quand même, je trouve, des arguments dans l'espace public qui finissent par jouer. Par exemple, je trouve que moi, à travers l'évolution des mœurs, la réflexion, cette espèce de réflexion sur la frontière licite, elle permet d'avancer. Parce que tout à coup, elle oblige à réfléchir aux fumeurs comme à l'héroïnomane, à la personne qui boit comme à la personne qui fume un joint. Et ça fait quand même bouger un petit peu la matrice et ça permet quelquefois de sortir du stigmate ou de faire que plus de personnes le prennent sur leur épaule. Alors c'est peut-être pire, mais en tout cas, ça peut aussi faire avancer les choses. Voilà quelques suggestions de mon côté. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui veut s'emparer de la parole? Alors on a un peu mangé notre temps sur la partie poser le problème et il est important. Sur les solutions, qu'est-ce qui veut se lancer là? Je peux bien aller. Vas-y, Barbara. Ben, plein de pistes rapidement. C'est un long combat, là. Oui, produire ses propres. Je vais rebondir d'abord sur tes propositions, Jean-Maxence. Produire ses propres médias, on a ça aussi ici à Montréal, des revues faites par et pour, sauf que j'aurais envie de dire qu'encore une fois, les lecteurs sont déjà convaincus. Donc, on tourne il faut vraiment, pour moi, atteindre vraiment le public plus large. Et pour ça, je peux pas obliger personne, mais je pense que pour casser ce qu'on a dit aussi des représentations typiques qu'on a, ça prend aussi différents types d'usagers de substances qui prennent la parole. Je pense notamment à un professeur d'université au Québec qui a pris la parole publiquement. Je suis professeur, je consomme, je fais ceci. Et ça aide à déconstruire les images, les représentations figées qu'on a de la personne qui existe, qui est prisonnière dans la rue, dans des grandes problématiques. Mais je pense qu'on doit avoir des personnes qui sont sur tout l'éventail. On le comprend qu'il y a un éventail avec l'usage d'alcool. On comprend qu'on a notre oncle qui boit 2 fois par année, une fois à Noël, une fois à un mariage. Puis à l'autre bout, on a la personne qui a le trouble de l'usage de l'alcool. Mais entre tout ça, on a des trilliards de façons de boire. Mais c'est la même chose avec l'usage de substances. Mais on doit représenter, je pense, chacun de ces usagers-là dans l'espace public. Mais je ne peux pas obliger personne. Puis pour reprendre l'exemple du professeur, je peux le nommer puisqu'il est rendu public, puis il le dit, c'est Jean-Sébastien Fallu. Il a toujours, quand il a commencé à s'afficher dans les médias, il a toujours ajouté cette petite phrase: je le fais maintenant que j'ai ma permanence à l'université, parce que je ne l'aurais pas fait avec un statut précaire de chargé de cours, parce que j'aurais probablement perdu ma job. Mais donc, on ne peut pas obliger des professionnels qui consomment à s'afficher, mais plus on va avoir différents types, que ce soit des juges, des avocats, peu importe, des médecins, ça va casser cette image-là et ça va permettre déjà une voix. Maintenant, juste pour terminer rapidement, quand je reviens avec mon exemple, quand je pense que c'est bon d'avoir des mécanismes, des réflexes, il y a des choses très simples à faire dans des bonnes expériences que j'ai eues, notamment quand un journaliste me dit: bon, mais avant de commencer, Barbara, est-ce qu'il y a des choses que tu veux pas qu'on aborde? C'est tout simple, mais déjà, ça introduit un espace. Et aussi, ils le font pas tous, mais à la fin, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans le feu de l'action ou quand tu es bon élève, tu réponds, la bonne pratique, c'est à la fin, y a-t-il des choses que tu as dites que tu veux qu'on coupe, que tu veux pas qu'ils soient publiés, que tu veux qu'on coupe au montage, etc. Et ça, d'avoir cette bonne pratique-là, maintenant, moi, je l'exige. J'ai eu une bonne expérience 3 mois après ma mauvaise avec un grand journal à Montréal. La dame voulait faire un portrait de moi, puis je lui ai expliqué, j'ai dit là, je suis très réticente et tout. Puis j'ai dit, ben, je vais le faire à condition que je puisse me relire et changer. Marie, tu disais tout à l'heure qu'ils font ça, mais ici, elle me dit, et c'est une journaliste du Devoir, une vieille journaliste, elle m'a dit, on fait jamais ça, on permet jamais aux gens de revoir leur texte. Mais j'ai dit, moi, je le fais pas si tu me permets pas ça. Puis elle a accepté, elle l'a fait pas mal à la dernière minute, elle me l'a envoyé à 10 heures le soir pour le lendemain matin. Mais puis ça a été très utile parce que, encore une fois, elle était pleine de bonnes intentions. On a parlé pendant 4 heures, elle a fait son portrait, puis la fin mettait l'accent sur quelque chose qui était absolument pas important. Elle disait: Barbara est fière d'arrêter son traitement opioïde, ce qui est totalement faux. C'est tellement anodin, puis ça noyait tout mon parcours, tout l'essentiel du rétablissement. Alors, je lui ai dit: mais non, tu m'enlèves ça, là, c'est pas ça du tout. J'ai aucune fierté à ça, puis c'est pas ça l'enjeu. Fait que c'est vraiment important d'avoir un droit
droit de regard pour c'est des petits trucs à se donner, là, mais c'est une vaste question. Puis là, on sort des médias, mais moi, je crois beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, mais au contact réel entre des gens. Fait que moi, je mets en place à Montréal des bibliothèques vivantes où il y a des usagers qui peuvent rencontrer des passants, monsieur, madame, tout le monde, qui vont s'asseoir. Et le fait d'avoir un être humain vivant en face de soi, de pouvoir échanger, ça aide à déconstruire des représentations purement abstraites et mentales. Donc, voilà, les Merci, quelques pistes. Merci Barbara. Je vais donner la parole à Benjamin sur ce sujet. Je vais vous demander d'aller très vite hein, sur un peu les pistes, les bonnes pratiques ou les expériences que vous aviez menées. Moi, j'ai une réflexion, les 30, les 40, les 50 dernières années, il y a des groupes comme ça qui ont su retourner le stigmate de façon très efficace, entre guillemets. Je pense aux homosexuels, je pense aux personnes racisées, je pense aux femmes d'une certaine façon. Hein, euh, nègres, salopes ou PD sont devenus des étendards à certains moments dans la communication politique et donc se sont retournés chez les personnes usagères de drogue. Il me semble qu'on n'y est pas parvenu. Euh, Qu'est-ce qui peut aller dans cette direction-là? Julie, mais en allant à l'essentiel parce que je voudrais qu'on garde du temps pour échanger avec les gens qui nous écoutent. Ben oui, en fait, moi, il y a deux choses qui me viennent, peut-être deux aspects qui me viennent par rapport à ça. Il y a le fait que, évidemment, moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait un réseau de médias parallèle qui est fait par et pour, fait par les consommateurs, mais ça pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est ça qu'on veut. Mais moi, ce que je remarque vraiment beaucoup, c'est qu'il y a comme deux types de représentation médiatique. Il y a celle qui est subie par les groupes, par les personnes, puis il y a celle qui est choisie. Puis les buts sont pas les mêmes et nos réactions ne peuvent pas être les mêmes non plus. Premièrement, parce que quand on subit une représentation médiatique, souvent on est en mode survie. Qu'est-ce qu'on peut faire dernière minute? C'est souvent là que ça va peut-être pas être les bonnes personnes qui vont prendre la parole. Ça, tout dépendant, c'est peut-être là qu'on n'a pas le temps de mettre un safe place, une petite ouate autour des gens pour s'assurer qu'ils ne vivent pas des, euh, des retraumatisations, un peu comme on en parlait au début par Barbara. Puis, dans celle qui est choisie, souvent, on a pensé ça en termes, il y a eu un plan de com, on s'est fait un plan de match, on a pu, premièrement, faire le choix de dire non. Je trouve super intéressant ce que Marie dit. Je pense que c'est ce que mes groupes m'ont le plus répondu quand je leur ai posé la question, juste pour se permettre de dire non. C'est pas parce qu'on parle du projet que c'est nécessairement positif. Il faut choisir. Mais non seulement ça, mais il faut aussi choisir euh, à qui on dit oui, dans le sens où faire une recherche de voir comment comment le journaliste a représenté dans le passé ce sujet-là. En particulier par rapport aux substances. Puis, je fais le choix de dire non, même si le sujet a l'air bon, que le contact est bon, si la représentation était négative, il ne faut pas donner du vu à quelqu'un qui finalement n'est pas un allié. Puis c'est des trucs qu'ils ont vus et qu'ils ont dû apprendre sur le tas, mais c'est arrivé à ces groupes-là de se rendre compte la veille que la personne avait déjà fait des articles horribles par rapport à la consommation. Ils ont dû quand même faire, parce qu'ils avaient pris la responsabilité de faire ça avec ce journaliste-là, mais ils ont été hyper précautionneux, ils ont absolument se sont pas mouillés les pieds parce que ben, justement, ils se sentaient pas en sécurité. Mais au moins, ils ont pu cadrer un peu par rapport à ça. Puis sinon, vraiment rapidement, ce que je remarque, puis ce qui me faisait un peu réagir, c'est souvent ben, l'importance des mots. Souvent, on va on voit que la substance est un peu l'ennemi juré, peu importe laquelle d'ailleurs. On va même jusqu'à réduire les personnes à leur nom. J'ai trouvé ça, nous, on ne dit pas craqueux ici. Je pense que c'est français comme terme, mais on va utiliser même le nom de la substance pour diaboliser la personne. Euh, Fait que je pense que par l'importance des mots, c'est aussi qu'on a une responsabilité de bien encadrer les gens qui prennent la parole, si on le peut, pour ceux qui ont l'expertise de le faire, de choisir adéquatement les mots, de ne pas dire des mots qui peuvent être peut-être pas vécus comme stigmatisants par la personne, mais qui pourraient être vécus comme stigmatisants à l'extérieur ou générer encore plus de stigmatisation pour monsieur, madame, tout le monde, les riverains, etc.
Puis c'est ça, je voulais juste réagir aussi vraiment rapidement, mais je trouve ça intéressant, la parole ou le fait qu'on donne beaucoup plus la parole à des riverains, des politiciens, et ça, même si leur discours n'est pas vérifié. Moi, je pense à un organisme à Montréal qui a eu de la misère avec les médias, qui il y avait un riverain en particulier qui prenait souvent la parole, que les journalistes allaient tout le temps voir, qui chialait, mais violemment, contre la salle de consommation supervisée. Et les employés de la place, ils savent très bien que c'est lui qui vend la substance à aux consommateurs, tu sais. Fait que, puis c'est lui à qui on donnait la parole. Fait que je voulais juste refaire du pouce un peu et ressouligner cette aberration aussi des fois. Fait que de là, l'importance aussi de vérifier des deux côtés. Merci. Je te donne la parole, Benjamin, et puis Marie conclura. Et je vous demande d'aller à l'essentiel de vos idées pour que on puisse débattre. Moi, je voulais juste mettre sur la table aussi un contexte nouveau hein, qui existe de part et d'autre de l'Atlantique, hein, une sorte de backlash, hein, de retour de bâton. Et on n'est plus simplement dans un contexte un peu indifférent ou comment dire, invisibilisant, mais on est dans un contexte d'hostilité d'une certaine façon. Est-ce que vous réagissez à cette dimension? Benjamin, Marie ensuite, et on essaye de garder 20 minutes pour discuter. Ouais, je vais aller très vite. Moi, je pense Julie parlait de communication choisie ou subie. Il y a un peu un entre-deux, c'est-à-dire que, quelque part, excusez-moi de l'expression, mais les journalistes, ça s'éduque aussi. Et ça, il faut pas l'oublier. Alors, ça s'éduque aussi en prenant en compte comment ils évoluent. Et bah, les journalistes, ils travaillent dans un milieu, ils sont souvent précaires, travaillent pour des entreprises qui sont aussi des entreprises capitalistiques, qui ont intérêt à faire du clic, à faire des vues, etc. Il faut pas le perdre de vue, ça. Alors, ça excuse pas absolument pas les discours stigmatisants et dangereux, mais il faut le savoir. Mais ça peut s'éduquer, on peut leur parler, on peut leur apprendre, en disant, comme disait Barbara, en leur disant non, en leur disant oui, mais aussi des fois en leur montrant la réalité des choses. Et moi, un exemple en tête, toujours en parlant du crack à Paris, il y avait une journaliste de France 2, donc France Télévisions, la télévision publique française, qui voulait faire un reportage pour une émission qui s'appelle Envoyé spécial et qui est arrivée là en disant, bah voilà, je vais me parler de cette zone de non-droit, qui est la scène de consommation de crack, etc. Et en fait, en allant sur place, en discutant avec bah, nous, les représentants des intervenants, mais aussi avec des usagers, elle a complètement changé d'angle, elle a fait un truc beaucoup plus large, elle a parlé des parcours des personnes, et pour le coup, voilà, vraiment, voilà ce que je dis, c'est ces personnes qui sont très anonymisées, voire animalisées, etc. Elle a essayé de parler de leur parcours, de comment ils étaient arrivés là, souvent des parcours migratoires, traumatiques, expliquer le besoin de consommer, etc. Voilà, je dis pas que son reportage était parfait, mais elle a quand même élargi son champ en rencontrant la réalité. Et ça, c'est possible dans plein de cas. Et ça me fait adhérer ce que tu disais, Jean-Maxence, c'est-à-dire qu'il y a ce backlash. Moi, je pense que ce backlash, effectivement, on le constate, mais il est aussi symptomatique du fait que les discours traditionnels répressifs, ils marchent plus. C'est-à-dire que quand un ministre de l'Intérieur est obligé d'aller, en l'occurrence, c'était à la radio, dire si vous prenez de la coke, c'est comme si vous tuiez un enfant de 5 ans. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à dire en réalité. C'est tellement outrancier qu'il n'a plus d'arguments. Donc, je ne dis pas qu'on va gagner demain, mais ça veut dire qu'il y a quand même ce truc de la répression. Ils n'arrivent même plus à la justifier. Et plus en plus, avec ces discours différents, y compris des discours à la première personne, et c'est compliqué, comme Barbara le disait, de prendre cette parole-là, d'y aller. Et effectivement, des gens comme Jean-Sébastien Fallu, qui sont dans des positions sociales moins précaires, peuvent aussi avoir ce discours-là. C'est quelque chose qui est vachement important, sans toutefois, je le précise, je pense mélanger. Voilà, si moi je dis que demain je sors en soirée et je prends de l'ecstasy, c'est pas pareil, et je vais pas avoir du tout les mêmes conséquences que quelqu'un qui est dans la rue qui prend du crack. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mettre au même niveau, mais voilà, je pense que l'émergence de ces discours-là, l'émergence du discours aussi des intervenants en addictologie qui parlent de leur métier, ça pousse en fait au ridicule les discours répressifs parce qu'au final, ils n'ont plus rien à dire parce que ce sur quoi ils se basent n'a aucune réalité. Enfin, c'est vraiment de l'idéologie. Merci. Marie, tu disais que toi, Rapidement. Ah oui. tu étais assez à l'aise en tant que Oui. scientifique dans les médias, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte, ce backlash, il s'étend aussi au discours scientifique lui-même, surtout, pas seulement, mais beaucoup sur, par exemple, les sciences humaines, la sociologie, qui sont remis en cause comme des Mm. sources possibles d'information et de compréhension, par exemple, des personnes usagères de drogue ou de ce type de phénomène. Comment tu vois les choses? Bah oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement aux États-Unis, hein. J'en profite pour
avoir une pensée pour mes collègues américains, voilà, qui souffrent beaucoup en ce moment autour de tout ce qui concerne le backlash autour de la science, le backlash autour de la réduction des risques, le backlash autour des minorités. Alors juste rapidement sur ce deuxième point, en fait, sur l'idée de produire ses propres médias, moi je voulais vous faire part très rapidement d'une expérience que j'ai accompagnée, qui est une expérience narcoféministe qui a été mise en place avec un groupe de femmes usagères de drogue qui s'appelle le groupe Polytoux. Et on a travaillé avec elles, enfin j'ai travaillé avec elles dans le cadre d'une recherche participative. Et elles ont créé leur propre zine pour dénoncer en fait leurs expériences de toxicophobie. Et donc, en fait, c'est un petit magazine qui a été distribué à Marseille. Elles font également des émissions de radio. Et en fait, elles contribuent par cette démarche narcoféministe à venir faire évoluer des représentations, puisqu'elles produisent un discours politique. Elles ne sont pas réduites justement à dévoiler des questions de l'ordre de l'intime, mais elles sont vraiment dans une posture active, critique vis-à-vis des soins qui leur sont prodigués dans un contexte de prohibition. Donc ça, c'était le premier élément. Produire ses propres médias, donner la parole aux personnes concernées, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose qui me semble importante aussi, c'est produire du comment. C'est-à-dire qu'on évoquait beaucoup la question de l'altérité, c'est-à-dire que les personnes qui consomment des drogues, en particulier quand elles sont dans une situation de précarité sociale, sont toujours représentées comme, tu le disais Benjamin, sous l'angle de l'altérité. Et donc, voilà, moi, ça fait écho aussi à ce que je présentais sur les consommateurs de crack avant. Et je pense qu'en fait, qu'il est important de produire du comment, du collectif en disant que soi-même on est usager de drogue ou que soi-même on vit avec des personnes usagères de drogue, on a des amis usagers, quand on n'est pas usager de drogue soi-même, on a des amis qui sont usagers de drogue, que les usagers de drogue sont des personnes qui sont soit nous-mêmes, soit avec lesquelles on vit, avec lesquelles on a des relations, avec lesquelles on a du plaisir à être, avec lesquelles on a du plaisir à échanger, et que ces personnes sont c'est un grand nous et c'est pas eux, c'est vraiment un nous. Donc moi, je suis vraiment favorable aux questions de dévoilement de manière collective pour éviter aussi peut-être ce que tu disais, Benjamin, c'est-à-dire ensuite, autour des questions de dévoilement, c'est quelque chose d'important, mais parfois, le dévoilement peut donner lieu à, il y aurait d'un côté les usagers, comme tu disais, qui font du chemsex de temps en temps ou qui ont des usages non problématiques de drogue, et puis après les usagers de la rue. Donc en fait, mais ça c'est ensuite les médias qui vont s'emparer de ces questions-là. Je suis vraiment sur, voilà, plutôt sur l'idée de pouvoir produire du commun et puis ensuite, et d'éviter donc cette frontière entre le eux et le nous. Et ensuite, la dernière chose, c'est sur le backlash. Ben, tout simplement, revenir aux faits faits à ITS, c'est-à-dire ben, vulgariser les données de la science, vulgariser les données liées aux pratiques professionnelles, donner à voir les expériences des personnes. Voilà, ça me semble être les outils les plus utiles contre le backlash qui, lui, repose le plus souvent sur des préjugés de l'idéologie et sur l'utilisation et l'instrumentalisation des drogues, comme tu disais Jean-Maxence au début, à d'autres fins que les drogues elles-mêmes, hein, parce qu'au bout du compte, dans le discours politique qui est marqué par un discours autoritaire, prohibitionniste, au bout du compte, enfin, ce que les politiques cherchent à prohiber et à contrôler, ce sont effectivement les personnes pauvres, les personnes racisées, et c'est ce qui les intéresse dans la prohibition, moins que les drogues elles-mêmes au bout du compte. Merci, oui. Vous avez parlé justement hein, de cet enjeu-là, d'une phrase avant de vous laisser la parole, vous qui nous écoutez. Il y a vraiment le statut de l'usager, c'est souvent celui de l'enfant, de l'infant, c'est-à-dire étymologiquement celui qui est privé de parole. Et moi, ce que je vois à travers plusieurs années de militantisme dans ce champ, c'est que quand les usagers reprennent la parole, pas simplement dans un espace personnel, mais dans des espaces citoyens, ça a des vertus très positives, pas simplement en tant qu'efficacité politique, mais pour eux-mêmes. Parce que tout à coup, euh, il y a
une façon d'être restitué dans son être et dans sa parole qui joue favorablement. Voilà. Merci à tous les quatre hein, d'avoir à la fois donné vos expériences et vos analyses. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous avez été à certains moments plus de 250 sur ce webinaire. Ça prouve l'intérêt du sujet. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et d'avis qui s'expriment. Le sujet, évidemment, on n'avait pas la prétention de le clore. Merci à toute l'équipe qui a monté ce webinaire franco-québécois. Il sera diffusé et utilisé en délinéarisé et on vous annoncera très bientôt le prochain atelier à l'automne 2025. Merci à toutes et à tous de votre attention pendant cette heure et demie et merci à nos panélistes d'avoir été si disserts puisqu'il s'agissait de prendre la parole.